allons commencer la table ronde du matin. Je vous invite à prendre place. Donc bonjour à tous, bon matin. Hier, nous avons pu découvrir un projet novateur mis en place par le musée Granet sous le commissariat de Delphine Rachmadou. Ce matin, nous allons poursuivre notre réflexion sur le sujet avec la table ronde animée par Adrien Cornélissin qui réunit des artistes, des galeristes et des professionnels issus du monde des NFT. La table ronde s'intitule « Artistes et pros de la culture, que faire des NFT ?» Le titre parle de lui-même et loin de renforcer la polarité des débats, les 3 intervenants plus une intervenante en visio et malheureusement Albertine Meunier n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, vont échanger autour de cette vaste question. Ils ont en commun de s'être intéressés aux NFT dans le but de faire bouger les lignes de la création à la production et à l'acquisition. Je laisse à présent la parole à Adrien Cornélissin, auteur et journaliste spécialisé dans la création numérique et modérateur de la table ronde. Merci Mathilde. Juste avant de commencer, est-ce que vous pouvez baisser un peu la lumière, s'il vous plaît ? Donc on va commencer cette table ronde qu'on a intitulée « Artistes et professionnels de la culture, que faire des NFT ?» Une question, je pense, qui est plus que d'actualité, puisque depuis 2 ans, on a un abattage médiatique sur cette question, et un abattage médiatique qui est assez binaire. L'objectif de cette table ronde, c'est de vous donner, vous, en tant que professionnels de la culture et artistes, de la nuance pour vous faire une opinion éclairée sur qu'est-ce qu'on fait des NFT, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Voilà, ça c'était un peu le cadre général, et pour ce faire, nous avons invité 2 artistes dont malheureusement Albertine Meunier ne pourra pas être présente aujourd'hui, mais j'ai le plaisir d'accueillir Ismaël Geoffroy Chandoutis, artiste plasticien. Bonjour Ismaël, je vous invite à prendre un micro. Ismaël, vous êtes diplômé de l'INSAS en montage en Belgique. Vous êtes également diplômé de l'école du Frénois, que nous connaissons très bien en France. C'est une école très réputée sur la question des arts numériques, de la création numérique. Vos films sont sélectionnés dans de nombreux festivals dans le monde entier. Vous avez notamment gagné en 2022 le César du meilleur film du court-métrage documentaire avec le film qui s'intitule Malbec. Merci Ismaël d'être présent. Ensuite, je vais présenter Julie Corvet, qui est à ma gauche. Julie, bonjour. Vous êtes cofondatrice de Artpoint, une start-up impliquée dans la promotion de l'art digital, de l'art numérique. Vous avez plus de 300 artistes numériques dans votre catalogue, des artistes internationaux, dont vous nous parlerez sans doute, et plus de 4000 offres à votre répertoire. L'idée d'Artpoint, c'est de proposer des œuvres au-delà de l'expérience muséale, puisque vous proposez une diffusion dans d'autres lieux, type galeries commerciales, dans des centres commerciaux, dans des lieux publics. Et c'est une expérience assez intéressante. Et vous êtes mis sur la question des NFT depuis un peu plus d'1 an, si je me trompe, c'est ça, en 2021. Ensuite, nous accueillons également Lucie Éléonore Riveron, qui est la fondatrice et la dirigeante de la NFT Factory, un nouveau lieu qui a ouvert récemment à Paris, à côté du Centre Pompidou. Bonjour Lucie Éléonore. Bonjour. Vous avez une mission bien particulière, c'est celle de faire connaître les NFT au grand public, de rassembler des acteurs et des actrices du Web3, une notion un peu particulière. J'en profite d'ailleurs, puisque je parle de Web3, pour vous dire que vous avez sans doute reçu un lexique pour vous expliquer les mots des NFT, puisque vous avez tout un langage verbal assez fleuri, et on sait que c'est un jargon qui est assez complexe, donc n'hésitez pas, quand vous avez des mots comme ça, à consulter le lexique, ça vous aidera. Je reviens, Lucie et Léonore, à la NFT Factory. Vous avez un lieu qui fait aussi la promotion, une galerie, c'est aussi une galerie qui fait la promotion d'œuvres numériques. Et vous avez pour particularité, dans votre parcours professionnel, d'avoir dirigé la maison de vente aux enchères Fauve Paris, qui a engagé une révolution NFT, et notamment en organisant la première vente aux enchères physique de l'histoire des NFT en France. Absolument. Merci Lucie Éléonore d'être présente. Avec plaisir. En duplex, depuis la NFT Factory. Super. Je vais commencer par faire un petit propos introductif sur cette question. La table ronde va être divisée en 3 parties. Alors, la première partie que je mets vraiment de côté, c'est un propos introductif, c'est moi qui vais le faire. La première vraie partie de la conférence, ça sera: est-ce que les NFT sont une révolution économique et financière? La deuxième partie, ça sera sur la question des mutations sociales, écologiques et artistiques.
la troisième partie, on essaiera de voir concrètement comment on s'y met quand on est artiste ou professionnel de la culture pour se convertir à la question des NFT ou non. Donc, sur la première partie, je voulais d'abord avoir un propos introductif qu'on a appelé flop ou encore. Déjà, je pense qu'il est important, même si vous avez connaissance d'une définition stricte des NFT, de préciser ce qu'on entend par NFT dans le cadre de cette table ronde. Les NFT, et je veux vraiment insister sur ces 3 points, les NFT regroupent 3 éléments, et c'est l'association de 3 éléments. Le premier, c'est l'art numérique. Vous verrez tout à l'heure qu'on peut parler de NFT sur beaucoup de choses, mais dans le cadre de cette conférence, on parlera vraiment d'art numérique. Le deuxième, c'est la technologie qui est liée au NFT. Ce sont les certificats d'authenticité numérique. Et ça, c'est la blockchain. On verra ensemble qu'il y a plein de blockchains différentes. Et le troisième, c'est une mutation, disons que c'est quelque chose de très particulier lié au NFT. C'est la relation directe entre collectionneurs et collectionneuses et les artistes. Et c'est bien la combinaison de ces 3 éléments qu'il faudra retenir dans le cadre de cette table ronde. Alors, j'ai tiré un schéma du rapport de nonfungible.com, qui est une structure devenue référente notamment pour les rapports qu'elle publie, les rapports annuels et trimestriels qu'elle publie, sur l'état des lieux des NFT. Et vous voyez en fait ici la répartition sur le marché des NFT, avec une grande partie du volume et des montants des NFT qui sont liés aux collectibles. Les collectibles, on ne s'y intéresse pas, c'est toutes les collections qui sont liées à des NFT, et notamment dans le milieu du sport. Je peux nommer les cartes NBA ou Sorare, par exemple, qui sont aujourd'hui des grosses startups vraiment liées aux NFT dans le milieu du sport. Nous, on va plutôt s'intéresser à la tranche spécifique liée à l'art. Et on voit qu'entre 2021 et 2022, effectivement, il y a une baisse de vente, en tout cas sur les montants totaux, on voit qu'il y a une baisse claire entre 2021 et 2022. La question qu'on a entendue, qui a été posée par les médias, c'est est-ce que les NFT sont en train de tomber et est-ce que ce n'était pas finalement une bulle spéculative? Question plutôt intéressante parce qu'on pourrait se dire qu'en fait, c'est plus du tout une réalité, qu'aujourd'hui les NFT sont en train de disparaître. Quand on lit en transparence entre les lignes ce rapport, j'ai pris quelques chiffres qui sont super intéressants à mon sens. Le premier, c'est la durée de période de propriété moyenne sur le 3e trimestre 2022. Et elle a augmenté de 60%, passant à 63 jours. Ça veut dire que quand on est propriétaire d'un NFT, aujourd'hui son NFT, on le garde 63 jours. Ensuite, le deuxième élément qui me semblait intéressant, c'est la perte financière totale que les investisseurs d'art NFT constatent. Elle a diminué de 55%. Le troisième élément, ça c'est entre 2021 et 2022. Le troisième élément, c'est la création de NFT a augmenté de 11% par rapport au 2e trimestre 2022. Vous voyez déjà que ça donne une certaine solidité au marché du NFT dans le domaine de l'art. Et le 4e élément, qui me semble tout aussi intéressant, c'est que le volume des échanges sur le marché de l'art est 2,5 fois plus important en 2022 qu'au début de 2021. La conclusion qu'on pourra avoir, c'est que finalement, le marché, qui était un marché très spéculatif en 2021, qu'on peut expliquer pour plein de raisons, aujourd'hui, c'est structuré et est mature. Ça veut dire que c'est un marché de collectionneurs. C'est ça la conclusion qu'on peut tirer sur les rapports de nonfungible.com. Et ce qui nous laisse à penser, c'est que finalement, toutes les personnes qui étaient là vraiment pour la spéculation, aujourd'hui, sont parties du marché de l'art crypto, et toutes les personnes qui sont là pour une structuration de fonds, de la collection, et vraiment réfléchir à un nouveau paradigme de création artistique, sont restées. Donc la réponse qu'on peut avoir sur flop ou encore, finalement c'est encore avec des personnes qui sont structurantes et qui veulent vraiment solidifier un nouveau paradigme de la création numérique. Voilà, ça c'était le propos introductif. Et on va passer directement à la première partie qui nous intéresse en premier lieu, c'est la révolution financière, révolution ou évolution financière. À ce titre, je vais donner la parole évidemment aux invités parce que pour l'instant j'ai beaucoup capitalisé sur ce propos introductif. Et le premier, c'est de savoir, pour des artistes, je vais d'abord donner la parole à Ismaël, pour des artistes qui avaient une difficulté à vivre de leur création numérique il y a encore quelques années, est-ce que les NFT sont un Eldorado ?
Potentiellement. Moi, je ne me suis pas lancé dans les NFT, bien que je connaissais en fait ce domaine depuis bien 4 ans. J'ai fait mon premier NFT ce matin dans le train pour la commande que j'ai pour le musée, donc je peux pas, j'ai pas d'expérience là-dessus de ma part. Une des raisons qui m'a en fait qui m'a un peu demandé de patienter, c'est que comme je travaille principalement la vidéo, j'ai des contraintes pour mettre ces œuvres-là avec un standard technique qui est correct, et aussi parce que je trouvais l'information n'était pas spécialement claire, et je fais plutôt partie des gens qui, quand ils achètent un objet ou quelque chose à explorer, je vais plutôt lire toute la notice de A à Z avant de commencer. Donc j'ai plutôt observé avant d'agir, mais en tout cas ça ne m'a pas empêché de m'y intéresser avec beaucoup d'intérêt, et en tout cas dans les amis artistes qui se sont lancés dans cette aventure du Web3, il y en a qui ont saisi cette opportunité et qui ont pu, alors je ne sais pas, gagner leur vie, parce que je ne sais pas s'ils ont fait leur conversion ou pas, mais en tout cas ils ont eu des ventes et des gains, et donc c'est bien quelque chose de réel et que je dirais très complémentaire. Julie, est-ce que le gâteau est plus gros et comment il est partagé aujourd'hui pour les artistes? Je pense effectivement que c'est une très belle opportunité pour les artistes numériques, parce que avant la consécration de cette technologie, on avait de super artistes qui proposaient de merveilleuses œuvres qu'ils ne pouvaient pas vendre. Pourquoi ? Parce que ce sont des œuvres qui sont par nature duplicables et donc qui n'étaient pas privilégiées en fait, de la part des collectionneurs. Donc progressivement, la technologie de NFT, sachant que moi, dans ce que je dirais aujourd'hui, je parlerai vraiment des NFT, mais qui s'adossent à des œuvres d'art numérique, puisque pour moi, le NFT, c'est une technologie, c'est un certificat numérique de propriété qu'on peut adosser à tout type d'actifs, qu'ils soient numériques ou non, et qu'on peut adosser notamment à des œuvres d'art digital, sachant que l'œuvre d'art numérique, c'est une œuvre qui a été créée grâce à un médium numérique et qui place le numérique au cœur de la réflexion de l'artiste. Donc on avait de super artistes qui créaient des œuvres très qualitatives, qui Peut-être n'étaient qu'on pas... peut préciser effectivement, ça peut être de l'art génératif, ça peut être de la 3D, du motion design, en fait, tout type d'art digital, de la musique, ça peut être vraiment beaucoup de choses. C'est vrai que dans le monde dans lequel on évolue, le médium numérique est tellement omniprésent que les artistes s'en servent pour nous dévoiler leur propre interprétation du monde qui les entoure. Forcément, de tout temps, les artistes ont essayé d'utiliser les outils que leur offrait leur époque pour nous donner leur propre interprétation. Donc aujourd'hui, avec l'arrivée des nouvelles technologies, ils se servent de ce médium-là. Mais nous, chez Artpoint, on représente aussi beaucoup d'artistes qui explorent d'autres médiums, qui continuent à explorer la peinture, la sculpture et j'en passe. Donc c'est juste une évolution des outils qui fait évoluer leur démarche. Mais en tout cas, en ce qui concerne les œuvres d'art numérique, elles n'étaient pas vraiment reconnues sur le marché de l'art parce que, d'une part méconnues et d'autre part boudées des collectionneurs qui ne pouvaient pas en faire l'acquisition. Donc aujourd'hui, ils peuvent commencer à les collectionner, ce qui donne beaucoup de valeur à l'art digital, qui commence à être un peu plus prisé des institutions, des galeries et j'en passe. Et effectivement, moi j'ai eu pas mal de retours d'artistes qui me disent je n'ai jamais pu me consacrer pleinement à mon métier d'artiste parce que je ne pouvais pas vendre mes œuvres. Aujourd'hui, j'ai pu quitter un travail alimentaire en fait, pour vendre mes œuvres. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a un peu plus d'1 an, quand on interrogeait les artistes sur le sujet, beaucoup d'entre eux nous disaient qu'il y avait tellement de méfiance parce que plein d'objections technologiques, spéculatives et j'en passe. Aujourd'hui, une très grande majorité des artistes ont au moins exploré cette technologie-là. Donc effectivement, ça ouvre de très belles opportunités pour les artistes. Après, il faut voilà, y a plein de choses aussi à analyser, il y a plein d'objections. Il faut le faire à bon escient, je dirais, mais oui, de belles opportunités pour les artistes. Merci. Lucie et Léonore, concrètement, comment ça marche pour un artiste? Pourquoi ce qu'aujourd'hui il peut vivre de sa création et notamment de son crypto art? Je rejoins complètement les propos de Julie.
Parce qu'évidemment, les NFT n'ont pas du tout inventé l'art numérique, hein, qui existe au moins depuis les années 60. Mais ce sont aujourd'hui le moyen finalement le plus facile pour monétiser, en tout cas, leurs œuvres d'art. Donc, comment ça se passe? Le NFT n'intervient pas. Alors, le NFT, quelque part, s'il peut intervenir dans le processus créatif, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le crypto-art, qui est un tout petit peu différent de ce qu'on va appeler l'art numérique. Alors ensuite, ce sont des querelles de chapelle peut-être, mais on va appeler crypto-art tout ce qui est inspiré par les technologies de la blockchain, le monde crypto, etc. Parce qu'il y a même des artistes qui sont donc crypto-natifs, qui n'étaient pas artistes numériques avant l'apparition de ces technologies. Et il y a même des artistes, je pense à Murat Pak, qui utilisent le matériau même du NFT et de ces technologies pour créer des œuvres. C'est un petit peu le Marcel Duchamp de l'art numérique, de l'art crypto. Donc concrètement, le NFT va intervenir comme un moyen de mettre en vente, si vous voulez, l'œuvre d'art numérique. Il suffit, c'est là que le rôle des intermédiaires du marché de l'art peut intervenir aussi. Il suffit d'insérer l'œuvre d'art sur la blockchain grâce au NFT, c'est-à-dire ce qu'on appelle minter. C'est le fait de créer un NFT qui va être à la fois l'acte de naissance. L'acte de naissance et le certificat d'authenticité de cette œuvre numérique sur la blockchain. Alors, je peux C'est entrer clair. plus dans le détail. Alors peut-être qu'il faut aussi préciser ce que sont les plateformes de revente de NFT et ensuite vraiment cette histoire de royalty et de revente. Parce que ça, c'est vraiment une révolution aussi, pour le coup, qui change vraiment la donne pour la sécurité financière d'un artiste, l'histoire de revente et des royalties. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Ouais, je vais essayer de pas rentrer trop dans le détail technique. En gros, effectivement, il y a des plateformes qui sont des sites internet, hein, tout bêtes, où on voit des œuvres d'art, sur lesquelles les artistes peuvent euh, créer leur NFT, c'est-à-dire mettre en vente leur œuvre d'art numérique. Il y a des plateformes très généralistes, c'est-à-dire par exemple OpenSea, n'importe qui peut créer un NFT, c'est-à-dire mettre en vente son œuvre sur OpenSea. Et il va y avoir des plateformes plus curatées, par exemple Super Rare, qui est la toute première plateforme à avoir mis en vente des NFT d'art dès 2018. Et là, Super Rare, c'est une plateforme qui va sélectionner des artistes. Donc pour un artiste, d'intégrer Super Rare, c'est comme d'intégrer une galerie très connue. Hem et pardon, je suis déconcentrée, je vais Sur la revente et les royalties. ouais, alors ça, ce dont je vous parlais, c'est la mise en vente vraiment donc en termes de premier marché, c'est-à-dire dès qu'un artiste veut mettre en vente. Ensuite, au moment de la mise en vente, il peut programmer, sur cette plateforme un montant de royalties, c'est-à-dire un montant, qu'il va toucher automatiquement à chaque revente. Donc il peut par exemple dire, je vais, faire en sorte que à chaque revente, je vais toucher 10 du montant de la revente, ce qui va permettre une forme de revenu et donc d'intérêt aussi au fait que, les collections, puissent avancer. C'est-à-dire que les collectionneurs puissent acheter, revendre et cetera et donc faire connaître les œuvres et ça, c'est vraiment très intéressant pour les artistes. Alors, c'est parfois assimilé à du droit de suite, mais la DGP n'aime pas qu'on dise ça, donc je ne vais pas utiliser ça, mais vraiment cette idée de revenu perpétuel qui, du coup, où l'artiste va comment dire, profiter aussi du marché de l'art, c'est-à-dire de chaque revente. Voilà, et ça, c'est effectivement très nouveau par rapport au marché de l'art traditionnel. Et c'est la technologie de la blockchain qui permet d'automatiser ça. Et ça, c'est très intéressant. Pour le coup, c'est une révolution, mais c'est aussi une révolution qui est discutée, puisqu'on a plein de plateformes. Je pense que vous les connaissez. On a parlé de Rarible, OpenSea. Il y en a plein. Aujourd'hui, la question des royalties, elle est discutée sur ces plateformes, notamment sur le système de rémunération. Comment vous réagissez, et notamment en tant qu'artiste, sur la potentielle disparition des royalties qui change la donne pour le coup? Bah, du coup, ça annule le concept. Donc, moi, je trouve que effectivement,
c'est une des parties les plus intéressantes, c'est-à-dire il n'y a pas un tracking à la mano à faire, et donc il y a ce suivi, et en tout cas, enfin, j'ai pas encore vu vraiment comment dire, trop d'enquêtes sur les suivis de ces achats-reventes, mais on le voit bien en tout cas dans les parties plus criminelles d'argent qui transitent à des endroits un peu chelous, qu'on utilise la blockchain. Il y a des gens qui sont spécialisés dans cet historique, et c'est ça qui est intéressant avec ce livre de comptes, qui marche autant pour de l'argent que pour des œuvres d'art ou tout objet. À la base, si on reprend le concept un peu d'NFT tel qu'il est peut-être fait en mythe, mais ça vient quand même beaucoup d'une problématique du jeu vidéo, avec notamment tous ces objets virtuels qui étaient échangés en économie parallèle, par exemple dans World of Warcraft, et pour lequel il fallait, en fait, pour transférer un objet important avec de la valeur d'une personne à l'autre, il fallait carrément donner son compte. Donc donner son compte avec ses données personnelles, c'était un peu une opération qui était faite par l'intermédiaire d'eBay, enfin, tous des détournements en fait, d'outils. Aujourd'hui, avec le NFT, toutes ces étapes intermédiaires et un peu fragiles, elles disparaissent. Alors c'est particulièrement intéressant justement, on verra à quel point l'artiste aujourd'hui est dans une position de contrôle total et on va supprimer tous ces intermédiaires. Ça veut dire que concrètement... Pas total. Non, c'est vrai. Quand vous ouvrez votre wallet, par exemple, la clé de sécurité, vous êtes directement responsable de votre clé de sécurité. Vous avez sans doute entendu parler de personnes qui ont perdu des clés de sécurité avec des cryptos valorisés à plusieurs dizaines de millions d'euros et c'est pas de bol, quoi. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui change aujourd'hui. La responsabilité, elle est portée directement sur les artistes, ou en tout cas en grande partie. Puisque vous parlez des intermédiaires, j'aimerais savoir justement comment on fait quand on est, je vais caricaturer, une galerie où on rejoue un système traditionnel du marché de l'art. Comment on fait pour trouver son compte financièrement et aussi dans la parole qu'on porte auprès des artistes et de la création numérique. Julie. Alors, c'est vrai que la blockchain, justement, peut permettre de supprimer des intermédiaires. Donc ça peut être très opportun pour pas mal d'artistes qui ont aussi du temps pour se vendre, par exemple, parce que c'est vraiment un métier de réussir à promouvoir son travail. Donc ça, je pense que c'est une super innovation pour certains artistes. Après, pour être en contact avec beaucoup d'artistes, il y en a aussi qui ont toujours besoin en fait, d'un accompagnement. Donc, ce qui est bien, c'est que ça leur permet d'avoir plus d'autonomie. Ils peuvent choisir d'avoir recours ou non à un intermédiaire. En revanche, pour un artiste, il y en a qui veulent vraiment se concentrer à la création, puisque s'investir sur la blockchain, donc pouvoir minter une œuvre grâce à la technologie NFT, ça requiert de nombreuses compétences. Donc d'abord sur le plan technologique. Donc ce sont des compétences qui s'acquièrent, mais on a quand même un jargon qui est spécifique. Ensuite, en termes de communication, marketing, il y a des codes qui sont assez particuliers. Donc tout se passe par Discord, Twitter. À titre d'exemple, on travaille avec des artistes, par exemple, qui ont de très grosses communautés sur Instagram, qui sont plébiscités, qui travaillent perpétuellement sur de nouveaux projets, commissionnés et j'en passe. En revanche, qui n'ont pas de communauté sur Twitter et qui ont donc du mal à vendre des œuvres en NFT. Donc c'est vraiment des codes qui sont différents, qui requièrent beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Et en troisième lieu, alors là on se calque sur des codes un peu plus traditionnels, mais le côté plutôt de médiation. Il y a des artistes qui ont besoin d'être accompagnés pour réussir à mettre en lumière toute la démarche qu'ils ont pu avoir pour créer une œuvre. Donc il y a quand même beaucoup d'artistes qui recherchent quand même un accompagnement qui prend du temps pour pouvoir se lancer sur la blockchain. Et je pense que côté collectionneur, comme disait tout à l'heure Lucie et Léonore, pour moi, l'univers des NFT, c'est l'incarnation parfaite d'Internet. En fait, il y a du bon et il y a du moins bon. Je lisais dans le rapport de PLA que, par exemple, sur OpenSea, il me semble qu'il y a 80% des œuvres qui seraient des plagiats, des faux. Donc, en fait, on sait bel et bien qui est le créateur, on sait où se trouve l'œuvre, mais on n'a aucunement la preuve que le créateur soit vraiment l'auteur. Et donc, travailler avec une galerie permet justement d'attester en fait, la véracité des propos sur l'auteur. Donc, je pense que ça a du bon. Après, ça permet quand même une certaine indépendance pour choisir pour les artistes.
C'est assez intéressant parce que justement, la caricature voudrait qu'on supprime tous les intermédiaires et en fait, on déplace certains intermédiaires. On l'a vu de toute façon aussi avec les ventes aux enchères. Les maisons de vente ont pris aussi cette position, ce virage des NFT. Lucie et Éléonore, vous pouvez en témoigner. Peut-être parce que aussi ces maisons de vente sont en danger, se sentent en danger d'un point de vue très, très marché. En tout cas, aujourd'hui, est-ce que la position d'une galerie, elle doit être différente d'une position traditionnelle d'une galerie, pour vous, en ce qui concerne la NFT Factory? Alors, c'est effectivement un grand sujet que celui des intermédiaires traditionnels du marché de l'art dans ce monde de la blockchain. Je vais faire un rapide point sur les maisons de vente aux enchères parce que je connais effectivement très bien le sujet. Euh, j'ai organisé la première vente aux enchères physique de NFT en France. Je l'ai fait une fois, je le recommencerai pas. Euh, alors, les maisons de vente aux enchères ne se sentent pas en danger d'un point de vue marché, puisque avant les NFT, il n'y avait pas d'œuvres numériques en vente aux enchères. Qu'on soit très clair, il y avait très peu de marché en galerie et il n'y avait aucun marché en termes de second marché des œuvres numériques. Pourquoi je ne le referai pas? Parce que la vente aux enchères est caractérisée par deux choses. La première, c'est que c'est du second marché essentiellement. C'est les galeries qui s'occupent du premier marché, c'est-à-dire de travailler, d'accompagner les artistes sur le long terme, en fait, de créer tout leur pool de collectionneurs et collectionneuses. Les maisons de vente aux enchères arrivent ensuite sur le second marché, c'est-à-dire elles vendent des œuvres qui ont déjà été vendues par des collectionneurs. Le second marché, sur la blockchain, il est absolument transparent et il se joue sur les plateformes. Donc, il n'y a aucun intérêt pour des collectionneurs numériques, de NFT, d'aller donner 30% de frais d'achat à une maison de vente aux enchères, sachant qu'ils peuvent acheter directement sur des plateformes qui sont en ligne. C'est la première chose. C'est que voilà, il y a cette répartition premier marché, deuxième marché. Et l'autre chose, c'est que la caractéristique d'une maison de vente aux enchères, c'est de garantir l'opacité des transactions. C'est-à-dire, elle garantit la confidentialité d'un vendeur ou d'une vendeuse et la confidentialité d'un acheteur ou d'une acheteuse. Euh, tout le marché des NFT est basé sur la transparence que permet la blockchain avec ce système de pseudonymat. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de donner son nom, son identité. En revanche, on a une identité numérique très affirmée et tout est traçable et tout est transparent. Donc, en fait, on peut suivre complètement toutes les transactions et qui a acheté combien à qui. Donc, utiliser des marchés des intermédiaires traditionnels qui garantissent l'opacité dans un monde où tout est transparent, c'est vraiment complètement antinomique, en fait. Donc, il y a quelques maisons de vente aux enchères qui s'y essaient encore, Christie's et Sotheby's notamment, en réinventant des modèles. C'est-à-dire que Sotheby's a créé une plateforme, finalement, de vente aux enchères. Elle a recréé une espèce de super rare ou d'OpenSea avec une curation, avec une sélection, en faisant du premier marché et finalement en assumant la transparence des transactions. Pour ce qui concerne les galeries, là encore, le rôle des galeries change complètement. Et comme le disait très bien Julie, les galeries, de la même manière, ne sont plus là pour connecter les artistes et les collectionneurs et les collectionneuses, mais plutôt pour accompagner les artistes dans tout ce qui va être compréhension et appréhension technologique, tout ce qui est gestion de la communauté, communication, etc. Donc ensuite, le business model de la galerie, de la néo-galerie, si vous voulez, de la galerie Web3, bah, effectivement, il est plus compliqué vu que les transactions passent par la blockchain. Donc, il y a plusieurs possibilités, soit prévoir dès la création du NFT un partage des revenus, parce que c'est possible, de la même manière qu'on peut automatiser des royalties, on peut automatiser un partage des revenus entre l'artiste et sa galerie, sa galerie. À la NFT Factory, donc effectivement, vous le voyez, on a une galerie, on a une cinquantaine d'écrans. On teste plusieurs business models, on teste ça, ce que je viens de vous dire, le partage de revenus. On teste aussi un système qu'on appelle open screen de location des écrans, c'est-à-dire de décentraliser la curation, de redonner la curation aux artistes et finalement de permettre à tout un chacun, tout à chacune de louer un écran pour afficher son œuvre. C'est aussi des modèles qu'on teste. On est en train de mettre en place aussi notre propre plateforme
déploiement de smart contracts, c'est-à-dire où les artistes pourront créer leur NFT, pour relier un petit peu, la vente numérique et l'exposition physique. Donc voilà, tout ça est très, très, très nouveau. Donc on teste, on essaie, on réfléchit tous ensemble, artistes, professionnels du marché de l'art, tout ça c'est vraiment, passionnant et on n'en est qu'au début. En tout cas, on voit que le métier de galeriste traditionnel est en train de changer, clairement. Complètement, Une petite complètement. remarque quand même sur les maisons de vente. Avec Christie's, vous l'avez mentionné, effectivement, peut-être qu'on rejoue déjà un système qu'on connaît. Il n'empêche que le sujet des NFT est apparu au grand public, clairement, avec la vente de Beeple en mars Complètement. 2021. La vente record, je vous rappelle, de 69 millions d'euros, qui était peut-être un grand coup marketing, je ne sais pas, en tout cas, c'était un grand coup médiatique, c'est sûr. Et c'est aussi ce qui a mis, la question des NFT Ah mais sur la table. complètement, mais il faut vraiment comprendre que déjà c'était une vente en ligne, c'était pas une vente aux enchères physique, comme on la connaît, c'était une vente en ligne et je sais plus ce que je voulais dire. Pardon. Pardon. Maintenant qu'on a Et vu un c'était du premier marché, voilà. Donc effectivement, ça sortait complètement de ce que Christie's fait traditionnellement, qui est du Ouais. second marché, c'est-à-dire de la revente de collection. C'était vraiment, pour le coup, un magnifique coup marketing et historique, hein, je ne minimise pas du tout, au contraire, mais ça sort complètement du rôle d'une maison de vente aux enchères traditionnelle. Ouais. Donc bravo Christie's et bravo Sotheby's à la suite. C'était un beau coup. On a vu sur cette première partie, on pourrait durer longtemps sur le fonctionnement vraiment financier et les rétributions financières auprès des artistes. On va passer à la deuxième partie. Ce qui était important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'échiquier est en train de bouger, la structuration du marché est en train de bouger avec des nouveaux métiers qui apparaissent. La deuxième partie, elle est liée aux enjeux sociaux, écologiques et artistiques. Concrètement, quelles sont les mutations qui sont engendrées par les NFT. Et pour cela, j'ai une première question qui est vraiment sur le Web 3. Est-ce que, quelque part, la valeur des NFT n'est pas financière, mais elle est ailleurs? Alors, c'est une question qui est très ouverte, notamment sur le Web 3. Et pour cela, je vais peut-être poser la question en premier à Ismaël. Sur le Web 3, une nouvelle vision de la culture, et notamment du partage de la création, plutôt qu'une création de richesse financière. Waouh. Est-ce qu'on Non, mais je pense que je peux répondre. Je vais essayer de ne pas être trop dystopique. Est-ce que Bon, le vrai ouais. sujet des NFT, c'est la décentralisation et c'est pas aujourd'hui la création de richesse? En fait, ce que j'observe doucement mais sûrement, c'est que beaucoup de process sont automatisés, notamment la création, avec les outils d'intelligence artificielle qui sont d'ailleurs utilisés par beaucoup d'artistes qui s'expriment sous forme d'NFT. On peut imaginer, par exemple, pour mon support, des films vidéo, que on ne soit pas content d'un film qu'on voit et on aimerait qu'il soit un peu plus à notre image. Et un peu comme quand on va au restaurant, maintenant c'est plus la carte qui nous est imposée, mais on peut tout combiner. Enfin, c'est un peu comme ça que ça se propose. Et donc on peut imaginer en fait qu'il y a un peu une disparition de l'auteur et qu'en fait les œuvres se combinent en fonction des goûts de chacun, etc. Donc ça, pour moi, c'est la partie, on pourrait dire, qui serait décevante et vers laquelle on va, un truc très communautaire. On fait un film ensemble et puis personne ne se met d'accord. Et en même temps, on peut avoir une vision un peu plus ludique, je dirais, et donc qui va beaucoup plus vers une architecture de la narration, une architecture artistique qui serait créée et dans lequel on mettrait les personnes de la communauté en jeu, avec justement l'obtention d'objets, etc., qui pourraient amener à, par exemple, moi je songe à faire un film sous forme de GIF, dont je mettrais des fragments qui soient disponibles. J'ai une vision linéaire de ce montage possible, mais je proposerais à des gens de le monter à leur manière, en fait, et par exemple d'organiser un festival. Et puis on voit le film, le meilleur, celui qui a un prix, par exemple, et puis après on brûle tout ça, on le burn, hein, puisque c'est l'expression, et j'enregistre par exemple les souvenirs des gens de cet événement-là auquel certains ou certaines ont pu assister. Et à partir de ces souvenirs, j'en fais des fragments audio qui deviennent le prochain challenge à faire. Et on peut imaginer comme ça des espèces d'oulipo
Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Alors, ça pose un peu la question de la place de l'auteur, mais en même temps, quand on voit le potentiel artistique qui est toujours pas, pour moi, encore pleinement révélé qu'il y a dans le jeu vidéo, c'est déjà ça. C'est un game designer, c'est quelqu'un qui donne un contexte, un système dans lequel des joueurs vont s'exprimer. Il y en a qui vont être plus du côté des règles et il y en a d'autres qui vont essayer de les détourner. On peut imaginer ce même type de situation avec la blockchain. Artistiquement, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des mutations sur le fait d'être en contact avec sa communauté, justement, pour un artiste. Ça, c'est intéressant aussi. On pourrait se dire que la suppression des intermédiaires, c'est aussi que l'artiste ait une part active dans une communauté. Est-ce que c'est pas ça, la valeur des NFT? En tout cas, l'une des valeurs des NFT, un des intérêts des NFT. Tout à fait, c'est vrai que l'idée, c'est de créer de l'échange, de la cohésion, pardon, entre le milieu plutôt des collectionneurs, le milieu des artistes. Et je pense que ça permet en fait d'acculturer d'une certaine manière, de démocratiser l'accès à l'art, puisque, donc, à nouveau, moi, je parle vraiment en faveur de l'art numérique adossé de la technologie NFT, ce qui est très différent des NFT au sens large, mais je pense que il va y avoir des nouveaux collectionneurs qui vont s'intéresser au sujet parce qu'il y a peut-être moins d'autocensure en fait que sur des milieux plus traditionnels de l'art. Parfois, on a l'impression de pas être la bonne parole en fait pour pouvoir émettre un avis sur l'art parce que de tout temps, l'art a un côté assez élitiste et on a peut-être moins d'élitisme justement avec ces nouveaux sujets. Donc il y a de nouveaux collectionneurs qui s'y intéressent, ça je trouve ça vraiment très intéressant. Et du côté des artistes, on a aussi de nouveaux artistes qui ont été découverts. Alors, je ne suis pas toujours pour les artistes qui vont émerger, qui explorent les nouveaux médias uniquement parce qu'il y a une opportunité due au NFT. En revanche, il y a de très bons artistes qui ont expérimenté pendant longtemps et qui, grâce à cette technologie-là, ont pu émerger. Donc, je pense notamment à deux nouveaux continents. On a de super artistes en Afrique, par exemple, qui avaient été mis à la marge. On a des artistes plus jeunes qui ont réussi à émerger grâce à cette technologie-là. Et je pense effectivement que ça permet de créer des liens et plus de proximité entre ces différents écosystèmes qui convergent. Donc oui, pour moi, accès à la culture en fait grâce à cette technologie-là. Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est qu'aujourd'hui, avec les NFT, quand on est artiste, on a, ou collectionneur, peu importe, on a accès à la création du monde entier, dans l'absolu. Évidemment, je caricature. Donc, on va avoir aussi des artistes qui étaient invisibilisés. Vous avez fait mention des artistes d'Afrique, mais on pourrait aussi faire mention des artistes d'Asie du Sud-Est. On pourrait faire aussi mention des artistes d'Amérique du Sud, qui sont plus ou moins invisibilisés. Aujourd'hui, est-ce que quand on est programmateur, là je m'adresse aussi aux professionnels de la culture qui sont dans la salle, est-ce que quand on est programmateur, directeur ou directrice d'un établissement culturel, est-ce que ça peut donner des opportunités de programmation ou de découverte de nouveaux artistes? Lucie et Léonore. Oui, complètement. Et puis, il y a quelque chose de tout bête, mais il est beaucoup plus facile de faire venir une œuvre d'art numérique de très loin qu'une œuvre d'art physique. Et c'est vrai que monter une exposition d'art numérique se fait finalement de manière plus facile en termes de logistique. Alors, il y a d'autres problématiques que Julie connaît par cœur liées aux écrans et aux fichiers, mais finalement, ça ouvre aussi les perspectives parce qu'il est très facile et puis on peut tester beaucoup plus de choses et c'est assez fantastique de ce point de vue-là. Et je voudrais aussi rebondir sur ce qu'on disait juste avant, sur la démocratisation vraiment à l'art que les NFT permettent. Aujourd'hui, à la NFT Factory, on accueille près de 2000 visiteurs et visiteuses par semaine. En grande majorité, ce sont des gens qui ne seraient jamais rentrés dans une galerie d'art traditionnelle. Donc ça, c'est un vrai, c'est vraiment remarquable. Ça démocratise vraiment cet intérêt pour les œuvres d'art. Et puis, donc là, on parle juste d'entrer dans une galerie, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a certaines blockchains, par exemple, je pense à Tezos, qui est envahi dans le bon sens du terme par plein d'artistes qui font plein d'expérimentations et qui proposent des œuvres à quelques euros. C'est-à-dire qu'avec 1 euro, 2 euros, 3 euros, on peut acheter des œuvres d'art et des choses très chouettes. Et donc, c'est vraiment une entrée dans la collection d'art qui est magique et qu'on ne pouvait pas retrouver avant. Ouais.
Alors justement, je vais refaire mention aussi également à la première question qu'on a posée. On interroge souvent la question des NFT sous le prisme d'une révolution financière, mais finalement avec le Tezos, qui est une technologie blockchain, et je vous renvoie notamment à l'expérimentation d'Ikenunk, qui est une plateforme de vente super intéressante qui a été créée au Brésil, et justement les œuvres étaient vendues. C'est une plateforme qui n'existe plus pour diverses raisons, mais c'était très, très intéressant de voir que les œuvres étaient vendues un Tezos, deux Tezos, trois Mais Tezos. ça Donc, existe toujours, hein. C'est-à-dire qu'il y a d'autres plateformes maintenant, typiquement Object sur la blockchain ouais, Tezos, ouais. c'est pareil, il y a des œuvres à un Tezos, deux Tezos. Et c'est vrai qu'avec, je sais pas, l'équivalent de 100 euros, on peut avoir une collection incroyable aujourd'hui et vraiment des œuvres chouettes. Il y a aussi cette plateforme qui s'appelle FXH sur toujours la blockchain Tezos, où c'est de l'art génératif. Et là, on peut se faire plaisir, on peut expérimenter des choses. Enfin, c'est un terrain de jeu incroyable, qu'on soit artiste ou collectionneur et collectionneuse. Et vraiment, c'est fantastique. C'est C'est pour pour ça ça que qu'on parle de rabbit hole, c'est-à-dire on tombe dedans et on ne peut plus en ressortir tout à après. fait. Et l'un des sous-entendus quand même, c'est que l'une des finalités des NFT, finalement, c'est aussi de collectionner, de faire tourner la création. À la différence d'avoir des coffres forts quand on était sur un marché plus traditionnel, disons, on achetait une œuvre d'art, elle était dans un coffre-fort qu'on ne voyait jamais. Là, il y a vraiment cette idée quand même de faire tourner, diffuser une œuvre d'art. Ça, c'est vraiment une révolution, pour le coup, en termes de mutation artistique et de Ouais, diffusion qui est super intéressante. ce sont d'ailleurs deux choses différentes, c'est-à-dire que avant les NFT, la problématique du marché de l'art numérique, comme l'a dit Julie tout à l'heure, c'est que le fichier était reproductible à l'infini. Donc, quel était l'intérêt finalement de l'acheter dans la mesure où c'était reproductible à l'infini et pour que ça ait une valeur, il fallait en empêcher la reproduction. Là, c'est le contraire. Plus une œuvre va être montrée, diffusée, plus quelque part elle va prendre de la valeur tout en restant unique. Parce que seul le propriétaire ou la propriétaire du NFT détient l'original. Et donc, on a vraiment un chamboulement de ces notions de valeur et reproductibilité. Là, finalement, plus ça va être reproduit, plus la version originale unique va avoir de la valeur. Je faisais référence tout à l'heure au Web3, et une des valeurs du Web3 aussi, c'est la solidarité qu'on peut trouver entre les membres qui partagent une même communauté. Est-ce que Ismaël et Julie, vous avez constaté, vous, une solidarité particulièrement forte de la part des artistes qui mintent et des créateurs de NFT? Alors, je pense qu'il y a une solidarité effectivement très forte, notamment sur Tezos. Alors ça, ce sont des retours que moi j'ai déjà depuis bien avant la consécration des NFT. C'est vrai que dans le monde de l'art numérique, il y a une vraie solidarité. On retrouve des communautés d'artistes, particulièrement sur le génératif, par exemple. Donc oui, à nouveau, des réseaux sociaux comme Discord, où il va y avoir des itérations qui sont faites, des retours d'expérience et j'en passe, font qu'il y a énormément de solidarité. On n'est pas sur une méfiance en fait à l'égard des autres, mais plus sur l'apport d'une communauté, aussi parce que c'est un univers qui reste assez nouveau, qu'il y a des artistes qui se cherchent, des collectionneurs qui essayent de comprendre. On voit même à la NFT Factory, qui est le lieu de référence, qu'on teste des modèles. Il y a plein de choses qui sont envisagées parce qu'on en est qu'au balbutiement du Web3. Donc oui, une vraie solidarité dans ce milieu-là. Nous, on le ressent en tout cas comme ça. Ismaël, vous qui avez minté encore ce matin pour la première fois, est-ce que vous avez ressenti une solidarité quand vous êtes intéressé à ce sujet de la part des autres Euh, artistes de la communauté? alors, moi, je dirais artistes et développeurs, discussions régulières sur Discord ou Telegram pour demander des informations, etc. Donc, je trouve que ça fonctionne assez bien, quelque chose en expérience assez proche de ce que j'ai pu retrouver quand je bosse sur de l'open source ou ce genre de choses. Je veux juste revenir, mais en très très court pour ne pas anticiper la suite, sur l'histoire de posséder un original. On ne possède pas forcément un original dans tous les cas en NFT. Peut-être quand c'est le cas pour du génératif, parce que c'est le code qui est stocké on-chain, c'est-à-dire que voilà, ça pèse tellement pas lourd un texte que du coup on possède d'une certaine façon un authentique, ou en tout cas un fichier texte ne va pas être dégradé. En revanche, pour les images ou les vidéos, il s'agit bien évidemment pas d'original, et quand bien même on va en physique, c'est pas tout le temps des originaux, il y a aussi des épreuves d'artistes, etc. Et ça, c'est un des points importants dont il faudra amener des nuances là-dessus, sur ce qu'on possède
Oui, Et qu'est-ce que réellement ouais, est posséder un NFT? je vais juste réagir là-dessus. Effectivement, on ne possède pas le fichier. En revanche, le NFT, lui, est original et unique. Même s'il peut y avoir des éditions, c'est-à-dire plusieurs NFT pour un même fichier, euh, l'édition est toujours unique. Ça va être un 1 sur 10, un 2 sur 10, etc. Mais effectivement, on ne possède pas le fichier. Sauf que dans le cas où on ne possède pas l'œuvre, on possède le certificat. Mais il Qui, faut lui, est savoir ce que c'est transmis. de posséder une œuvre quand il s'agit d'un fichier dégradé JPEG, en fait. Est-ce que c'est un authentique ou pas? Parce que c'est aussi tout l'enjeu, en fait, de C'est la le certificat, certification. c'est le certificat qui est authentique. Voilà, c'est ça. Mais Certificat qui est- c'est quand même une notion importante parce que l'expérience avec l'œuvre originale est peut-être très différente de ce qu'on possède sous forme d'NFT. C'est une précision qui est importante, merci. Je voulais également revenir sur... tout à l'heure, on a parlé de plusieurs blockchains. On a parlé notamment de Tezos. Et les technologies de blockchain sont relativement différentes aujourd'hui. Enfin, il y en a notamment deux. Et je voulais vous parler des clean NFT. Je voulais qu'on aborde ce sujet ensemble. Les clean NFT, c'est évidemment, vous avez compris, le sujet de l'empreinte carbone des NFT, qui est beaucoup discuté aujourd'hui. À ce titre, j'ai récupéré le témoignage de Joanie Lemercier, qui est artiste visuelle, que je vais vous montrer, et notamment référence aujourd'hui sur la question du clean NFT. Je vais vous passer cet extrait et on va en discuter ensuite. Bonjour, je suis Joanny Lemercier, artiste Est-ce que vous pouvez passer la vidéo, s'il vous plaît? visuel. Et voici ma... Bonjour, je suis Joanny Lemercier, artiste visuel. Et voici ma réponse à quelques questions pour la table ronde de la Biennale des imaginaires numériques pendant Chronique. Alors, votre pratique artistique est engagée, notamment avec une réflexion sur les questions de responsabilité écologique. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans les NFT? Alors, je me suis lancé dans les NFT un peu par hasard, sur les conseils d'un ami qui s'appelle Pac et qui a commencé très tôt à essayer de monétiser certaines de ses créations. Et donc, il m'a conseillé d'essayer de vite me lancer avant que tout commence et explose. Donc, dans une volonté un petit peu d'expérimenter et de diversifier les différents types de projets que je fais, je travaille aussi bien en galerie que dans l'espace public, avec des festivals, etc. Et du coup, c'était pour moi l'occasion d'essayer quelque chose de nouveau. Malheureusement, il y avait très peu de documentation sur l'impact des NFT et tout était un peu vague, donc on s'est un peu tous lancés dans les NFT en Ethereum il y a presque 2 ans de cela. Et ça a pris un petit moment, ça a pris quelques semaines ou quelques mois avant qu'on comprenne les uns et les autres que finalement la blockchain Ethereum était une catastrophe. Et du coup, avec beaucoup d'autres artistes et amis, on a décidé de ne pas utiliser cette blockchain et de se lancer plutôt sur une autre blockchain qui s'appelle Tezos, qui est Proof of Stake. C'est une technologie différente et qui est beaucoup moins énergivore pour créer des entrées dans le blockchain. Donc notre réponse au côté très énergivore de l'Ethereum, ça a été de s'empêcher de l'utiliser et de migrer vers une autre plateforme et d'encourager tout le monde à le faire. Bon, il y a un grand blanc parce que je sais que cette question ne fait pas consensus sur l'écologie et les clean NFT. Euh, Peut-être déjà on peut réagir. Tezos, Ethereum, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ismaël? Alors, Sans, Ethereum, sans, c'est sans rentrer dans très des détails simple. trop En techniques. fait, il faut même déjà partir de Bitcoin, sinon ça va être dans le désordre. Déjà, tout ce qu'on est en train de parler, c'est la suite de ce qui a été découvert par Bitcoin, qui est un rassemblement d'inventions qui ont permis un protocole qui fonctionne depuis 13 ans et qui permet d'envoyer de l'argent de manière du cash numérique et qui peut s'envoyer sans qu'il y ait d'intermédiaire banquier, etc. Et l'idée des NFT est dérivée de ça.
Bitcoin, ça fonctionne sous un système qui s'appelle le Proof of Work, qui est des calculs qui sont faits par des machines. L'algorithme, c'est le SHA 256, c'est le même algorithme de cryptographie qui est utilisé pour s'envoyer des mails. Et donc, il y a un calcul mathématique qui est fait par les machines pour créer des jetons fongibles, qui sont donc les bitcoins, qui peuvent s'échanger entre eux, contrairement aux NFT. Et donc, ça consomme pas mal d'énergie. Et alors, au niveau médiatique, on entend, alors, un coup, c'est le Brésil, un coup, c'est l'équivalent en termes d'énergie de la Suède. Enfin, bon, je crois qu'on va passer tous les pays. Et puis, ensuite, il y a eu Ethereum, qui avait d'autres ambitions plus larges. Et c'est à peu près de là où a émergé les NFT en expérimentation, même si elles ont d'abord été faites sur Bitcoin. Et Ethereum utilisait aussi le Proof of Work, mais au lieu que ce soit des machines spécialisées, processeurs qui sont appelés qui sont appelés des ASIC, là, on utilisait des cartes graphiques, donc des cartes qui peuvent être aussi utilisées pour du gaming et donc qui ont un côté réutilisable. Là où pour Bitcoin, les ASIC, une fois que la difficulté de minage elle est rendue 2 fois plus dure tous les 4 ans, les ASIC sont moins performants et donc il y a cet imaginaire que ces machines sont jetées. Ouais. Et donc pour finir, c'était une question longue, donc on y va et il faut un moment détailler parce que sinon on ne va pas y arriver sur ce sujet-là qui est très greenwashé. Ethereum est passé en Proof of Stake en septembre et donc a changé de technologie. C'était apparemment un coup d'innovation dans le sens où tout ça s'est fait sans qu'il y ait de coupure. Ça s'est fait de manière progressive avec des mises à jour. Donc ça, c'est une réussite qui prouve la solidité de cette blockchain. Et Tezos est une blockchain qui fonctionnait depuis le départ sous forme de Proof of Stake. Donc en soi, si on compare l'énergie de Bitcoin ou d'Ethereum au moment du mining, du moment où on faisait du mining avec le Proof of Stake, c'est un autre protocole qui consiste à sceller des tokens, donc une somme d'argent, pour prouver qu'on est fidèle au système et donc on peut être un validateur de nœuds. Donc ce validateur de nœuds, c'est qu'on a un rôle dans les transactions, que ce soit des NFT ou d'autres choses. Et donc pour ça, il faut stocker par exemple sur Ethereum 50 Ethers, ou 30 Ethers, 32 je crois. Donc c'est pas donné à tout le monde. C'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup, mais c'est ce qui permet un peu de prouver qu'on est fidèle à la chose. Et en plus, si on fait une erreur ou si on ne maintient pas bien son réseau, on est sanctionné. Donc ça fonctionne comme ça. Moi, ce que je voudrais dire en très simple, après avoir fait ça, c'est que chacun y va de son petit calcul. On peut faire la même chose avec le nucléaire ou la voiture électrique. Moi, je trouve qu'à chaque fois, il y a des conflits d'intérêts dans toutes les études qui ont été faites jusque-là. Pour moi, les choses, elles vont du bon sens. C'est-à-dire, on peut très bien... moi, j'ai plus confiance en Bitcoin dans le sens où Bitcoin est une blockchain qui fonctionne depuis 13 ans très bien. Il n'y a pas que des gens qui le font avec de l'électricité à perte, etc. Il y a tout un tas de systèmes où on sait très bien que sur des barrages hydroélectriques, par exemple, il y a de l'énergie qui est perdue. Donc, mettre, par exemple, des containers Bitcoin à cet endroit-là, c'est utiliser une énergie qui ne sera pas consommée et qui permet, avec l'argent qui est gagné, de peut-être faire un lien entre la centrale hydroélectrique et un village à côté, et donc de permettre un cercle vertueux. Bon, ça, c'est dans le meilleur des mondes, on sait très bien que ce n'est pas tout le temps comme ça, mais c'est tout un système à inventer. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que miner des bitcoins, les bitcoins, ça s'arrête à 21 millions, ce qui n'était pas le cas d'Ethereum. Donc on peut se dire que si Bitcoin est calé sur une valeur thermodynamique, quelque part, ce n'est pas de l'argent qui est perdu, puisque de toute manière, il n'y en aura pas plus. Ouais. Voilà. Alors, là, c'est vraiment un des aspects les plus techniques des NFT, clairement. Il n'y a pas de consensus encore sur cette question, c'est difficile, notamment parce qu'il y a beaucoup de technologies qui sont utilisées, de blockchains différentes, et effectivement, il y a différents enjeux sur différents blockchains. Donc déjà, pour répondre de façon tranchée à cette question de la question écologique et de l'empreinte carbone, aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il y a autant... On ne peut pas répondre en un coup, en fait. C'est très difficile. C'est très difficile, même Cambridge, déjà, le truc de 2018 de Cambridge, il est super outdated.
Enfin, déjà, en plus, on compare des oranges à des pommes. Enfin, il y a vraiment, c'est pas clair. Donc, moi, j'ai pas envie de dire ça, c'est mieux ou moins bien. Je suis pas spécialiste de ça. Juste, les réponses, elles évoluent au fur et à mesure du temps. Il faut vraiment sortir Alors de justement, tous ces trucs médiatiques, peut-être je que pense. Julie et Lucie et Léonore, vous pouvez nous donner votre opinion sur est-ce que ça va dans le bon sens déjà? Est-ce qu'on va quand même dans le sens de quelque chose de plus green, moins polluant? Alors effectivement, pour rentrer peut-être plus dans la philosophie de la blockchain, donc nous, chez Artpoint, on a développé notre propre plateforme qui est basée sur la blockchain Ethereum. Donc ça a été une décision qu'on a mis des mois finalement à prendre, puisque Ethereum faisait plus preuve de crédibilité, de fiabilité pour les artistes, mais effectivement, à ce moment-là, Tezos, c'était plus green. Entre-temps, Ethereum est passé du coup de Proof of Work à Proof of Stake et aurait réduit son côté énergivore à 99%. Il aurait réduit, on imagine que ça se passe comme ça. Nous, notre vision des choses, c'est de dire on essaye d'épouser au mieux les nouvelles technologies, de les utiliser à bon escient pour essayer aussi de sensibiliser le grand public à des considérations environnementales. Donc, on travaille avec énormément d'artistes dont l'inspiration première, c'est justement l'impact environnemental. En fait, on pourrait penser que les artistes numériques ne sont pas respectueux de l'environnement, alors que c'est le sujet central des artistes qu'on représente. Donc, on se dit que malheureusement, on ne peut pas avancer contre son époque. Il faut essayer d'utiliser au mieux les nouvelles technologies avec des matériaux de récupération. Nous, par exemple, pour la diffusion des écrans, on essaye d'établir des chartes de bonne utilisation des écrans et j'en passe. Mais selon nous, en fait, il faut avancer avec son temps et se servir de ces médiums numériques qui sont assez évocateurs pour le public pour essayer de sensibiliser, d'autant que ce sont des médiums qui permettent aussi aux artistes de vivre de leur travail, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on essaie de faire la balance entre respect environnemental et aussi des blockchains qui permettent à des artistes de vivre. Donc même des artistes très engagés explorent des blockchains telles que l'Ethereum. Donc je pense qu'il faut faire la balance. Il y a aussi un impact sociétal, l'apport de la culture en essayant de modérer toutes ces utilisations et les utiliser au mieux. Merci. C'est vrai que c'est un très vaste sujet qui pourrait mériter de très longs échanges. Il faut être humble en fait par rapport à notre connaissance, parce qu'on n'est pas spécialiste, et même les spécialistes, c'est très compliqué. Il faut croiser beaucoup de disciplines, et on est tous pris dans des contradictions, rien qu'avec les objets et les vêtements qu'on porte sur nous. Donc vraiment se dire qu'on fait au mieux, en étant pleinement conscient, en essayant de comprendre tout ce que ça implique, mais c'est très dur en fait. Ok. Lucie et Léonore, est-ce que on va dans le bon sens? En tout cas, on y va. Et puis pour compléter ce qui vient d'être dit et avec lequel je suis parfaitement d'accord, remettons un peu les choses en perspective aussi. Réfléchissons au coût énergétique d'une exposition de tableaux, par exemple, en termes de transport, etc. Tout ça est absolument pas neutre. Donc toute activité humaine, toute création, toute opération a un coût énergétique. Maintenant, pour ce qui est de la blockchain et du numérique en général, le numérique, ça représente aujourd'hui 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est amené à évoluer un petit peu. Dans ces 4%, c'est bien plus les devices, c'est-à-dire les écrans, les supports, les téléphones, qui sont très impactants négativement. Beaucoup plus que la blockchain, qui est peut-être très marginale, mais là c'est pareil, on va pas se mettre à faire des calculs qui sont de toute façon compliqués à faire, comme on vient de l'exprimer. En revanche, pour revenir à la consommation énergétique du numérique, c'est aussi ces 4% qui peuvent permettre de réduire la consommation des 96 autres pourcents des activités et des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Comme on vient de le dire, quand on s'achète des vêtements, quand on s'achète un jean, on est, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est bien plus important que de créer une œuvre numérique et de la monter sur une blockchain. Et alors, comme je disais, de toute façon, on y va, donc il faut aussi voir les impacts positifs que le numérique peut avoir. Par exemple, là aujourd'hui, je suis avec vous en visio. En
l'occurrence, c'est pour un problème de grève, mais la visio permet de faire réduire drastiquement des émissions de gaz à effet de serre dues au transport. Donc ça, c'est un exemple parmi un million d'autres, et il y en a beaucoup, beaucoup. Tout ce qui est industrie de la mode, qui va pouvoir aussi se déplacer dans le métavers. Alors, c'est encore un autre sujet lié au Web3, mais pas exactement équivalent, qui va permettre de réduire énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Donc vraiment, arrêtons de faire du numérique un bouc émissaire, parce que de toute façon, on y va, et voyons au contraire tout ce que ça peut apporter de positif dans l'activité humaine. Ouais, c'est une équation qui sera dure à résoudre, évidemment, quand bien même le numérique, les artistes et vous, professionnels de la culture, tout le monde a sa part de responsabilité et tout le monde devra quand même aller dans un sens positif, en tout cas, où on devra s'améliorer. On aurait pu encore, sur cette deuxième partie, parler de conservation de la création numérique, un sujet particulièrement intéressant. Alors des NFT, qu'est-ce que ça fait bouger le sujet de la conservation? On aurait pu aussi parler des métaverses, mais on va devoir s'arrêter sur cette deuxième partie et passer à la troisième partie qui concerne aujourd'hui comment on s'y met concrètement, et si on mettait le bleu de chauffe pour les artistes et vous, professionnels, comment on fait? Maintenant qu'on a une vision un peu plus éclairée sur la révolution financière et les mutations, comment, quand on est professionnel, par exemple quand on est une galerie, comment on s'y prend concrètement, Julie, pour se mettre à la question des NFT? Comment vous avez fait, vous? Alors déjà, je pense qu'il faut expérimenter. Parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est un jargon qui est complexe, mais finalement, c'est quand on teste qu'on se rend compte de certaines choses, de la complexité de certaines actions et finalement de la facilité d'autres actions. Je pense qu'il faut vraiment tester, il faut découvrir les codes. Je le disais tout à l'heure, j'insiste vraiment sur le fait que la gestion de la communauté, notamment, est très différente. Ça prend du temps de bâtir une communauté Web3. Je pense qu'il faut vraiment regarder ce qui se fait à l'étranger aussi. Il y a plein de choses qui sont très inspirantes. Mais en France, on a une très belle communauté Web3. À nouveau, donc, voilà, des acteurs super inspirants à la NFT Factory. Il y a aussi les autorités qui s'y intéressent de plus en plus. C'est quand même intéressant de le notifier. Et puis, pour moi, il y a aussi les enjeux de propriété intellectuelle qui sont super importants, qui mériteraient d'avoir plus de transparence, parce que je précise juste que quand on est propriétaire du NFT, cela ne veut aucunement dire qu'on est propriétaire des droits de propriété intellectuelle. Donc je pars sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances sur ce sujet-là. Beaucoup de collectionneurs pensent être propriétaire des droits, alors que de la même manière que quand vous êtes propriétaire d'un tableau de grand maître, cela ne veut absolument pas dire que vous avez le droit d'organiser une exposition, même à des fins non commerciales. C'est la différence entre les droits moraux et patrimoniaux. Oui, et même la propriété intellectuelle et la propriété ce qu'on appelle le support de l'œuvre. Donc je pense qu'il faut itérer, il faut beaucoup analyser, à la fois sur des enjeux de communication, de marketing. Il faut peut-être revoir certains codes de création, parce que les codes évoluent. Et il faut analyser, je pense, voilà, beaucoup la partie de propriété intellectuelle. Ça, c'est une grande liste. Et vos conseils pour les professionnels qui sont dans la salle, comment on s'y met concrètement, si vous avez 2 ou 3 conseils? Alors, comment on s'y met concrètement? En fait, on crée un compte Twitter déjà. On crée un compte Twitter, on crée un profil sur Discord, puisque à nouveau tout se passe sur ces communautés-là, sur Telegram également. Et puis, oui, je pense qu'il y a beaucoup d'évangélisation, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Donc, je pense qu'il faut justement échanger avec des acteurs du milieu. Il faut assister à des conférences. Moi, chez Artpoint, on milite pour qu'il y ait plus de prise de parole en public, pour qu'il y ait des lieux dédiés. À nouveau, c'est ce que fait la NFT Factory. C'est un lieu dédié aux NFT. Je pense qu'il faut que les institutions s'y mettent également pour qu'il y ait plus de pédagogie. Mais voilà, je pense qu'il faut de l'éducation et il faut se renseigner sur le sujet et vraiment tester tous les codes de ce milieu particulier. Merci Julie. Comment vous accompagnez à la NFT Factory les artistes et les professionnels de la culture sur la montée en compétences des personnes qui ne seraient pas forcément formées, qui voudraient se mettre à la question des NFT, sur les NFT? Alors justement, ça fait vraiment partie de nos 3 grandes missions, hein. La première étant permettre l'accès aux NFT, c'est-à-dire démystifier déjà cette technologie, faire comprendre, etc. Donc la première chose, c'est qu'on expose des œuvres
comme vous voyez autour de moi. La deuxième chose, c'est qu'on fait des ateliers de formation, à la fois des ateliers théoriques, où on va expliquer pendant 1 heure et demie les fondamentaux du Web3, de la décentralisation, de la blockchain, des NFT, des différents types de NFT. Et puis ensuite, on fait des ateliers pratiques où on vous aide à ouvrir votre wallet et à acheter un NFT avec de la crypto-monnaie. Et pour moi, c'est vraiment par ça qu'il faut commencer. C'est en faisant l'expérience de l'achat d'un NFT qu'on va comprendre, qu'on va sentir, ressentir ce que ça fait d'être propriétaire d'un bien numérique. Parce que souvent, on me demande, mais ça sert à quoi d'être propriétaire si de toute façon, je le vois pareil, en fait, je la vois pareil, l'œuvre. Eh bien, c'est parce qu'on va acheter pour la première fois qu'on va ressentir ce que ça fait en fait d'être propriétaire d'immatériel. Donc pour moi, c'est le vrai conseil que je donnerais, c'est d'aller ben, créer un wallet, par exemple. On peut commencer sur Tezos parce que c'est plus facile, c'est moins cher, etc. Donc on télécharge Temple, qui est un petit plugin sur son navigateur qui va vous permettre de créer un wallet. Le wallet, c'est ce qui vous permet d'interagir avec la blockchain. C'est à la fois votre porte-monnaie dans lequel vous allez mettre de la crypto-monnaie, c'est à la fois votre carte d'identité numérique, et c'est à la fois le coffre-fort dans lequel vous allez stocker tous vos NFT. Donc vraiment, le wallet, c'est la pierre angulaire des NFT, si vous voulez. Donc, vous téléchargez Temple. Voilà, c'est un petit plugin sur votre navigateur. Vous créez un wallet, vous vous laissez porter. Il suffit de lire les indications, hein, comme quand on télécharge une application. Vous achetez un petit peu de crypto-monnaie. Vous allez sur Object, qui est une plateforme sur Tezos, par exemple, où vous allez créer un MetaMask sur Ethereum et aller sur la plateforme Darkpoint ou sur le site de la NFT Factory, par exemple. En tout cas, créer un wallet, aller sur une plateforme et acheter votre premier NFT. C'est vraiment comme ça qu'il faut commencer, qu'on peut comprendre et ensuite aller explorer. Avec un conseil global quand même pour tous les professionnels, c'est de ne pas rester isolé. Des fois, on a l'impression que c'est très compliqué parce qu'on se sent un peu démuni, notamment sur des questions de savoir-faire informatique, de compétences, etc. C'est intéressant d'avoir aussi des lieux de rencontre, des moments, comme sur ces conférences qu'on peut organiser aujourd'hui ou à la NFT Factory, de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ont déjà pratiqué pour pouvoir monter en compétence sur ces sujets. Et là, je parle aussi aux professionnels de la culture, notamment dans les établissements culturels. Ça me paraît tout à fait essentiel que vous puissiez rencontrer ces communautés-là, d'artistes, de collectionneurs et d'autres professionnels, pour que vous puissiez monter en compétence. C'est ce que vous organisez notamment à la NFT Factory. Et puis, on ne peut pas se tromper, il faut vraiment tester. C'est un peu comme créer un compte mail. Ben, il y a 15 ans, ça paraissait très compliqué, très difficile. Et aujourd'hui, on le fait sans même y penser. Créer un wallet, acheter de la crypto-monnaie, acheter un NFT, il y a un petit coup d'entrée parce que ça fait un peu peur, mais en fait, c'est facile. Il faut y passer un tout petit peu de temps, avoir envie. Et après, l'horizon des possibles est infini derrière. Donc, il faut oser. Merci Ismaël. 3 conseils en tant qu'artiste aux professionnels qui sont ici, aux artistes et aux professionnels qui sont ici. Alors déjà, premier conseil, acheter une ledger et ne pas utiliser le wallet directement en extension parce qu'il y a des tas de hacks qui sont permanents. Il y a beaucoup de techniques très vicieuses, y compris comme les boîtes mail justement avec le phishing. Donc vraiment, stocker vos œuvres, votre crypto-monnaie sur un ledger. Donc peut-être le faire temporairement avec un wallet plugin, ok, mais il n'y a rien de sécurisé sur un ordinateur, ni sur un mobile. Et donc c'est vraiment que la ledger qui permettra que les NFT tiennent plus de 60 jours dans un wallet. Deuxième conseil, je dirais vraiment de prendre une énorme fiche pour démarrer et de faire un gros mind map pour essayer de comprendre ce que c'est et tout le protocole que ça engage et de penser la valeur de ces objets dans le temps, c'est-à-dire est-ce que voilà, un JPEG que je vais acheter, c'est vraiment certifié NFT, est-ce que c'est vraiment quelque chose tel qu'il est présenté sur la blockchain, est-ce qu'il est stocké dans l'IPFS, qui est l'espèce de cloud décentralisé, qui gère ce protocole? Exactement les mêmes questions qu'on se pose quand on met nos données privées sur un drive, etc. Parce que bien qu'on parle qu'on regagne en souveraineté, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant de posséder et surtout, je dirais, de sentir cette responsabilité à nouveau. C'est ça qui est intéressant. Donc
vraiment se poser la question de où vont les choses et comment elles se maîtrisent. Troisième chose, je dirais ça c'est pas vraiment un conseil, mais c'est plutôt de rebondir sur le fait que moi je crois vraiment pour la vidéo et pour la photographie numérique et certains supports que le NFT va vraiment permettre qu'il y ait une cote en fait, qui n'existe pas. Et ça j'y crois. Mais pour que ça soit possible, il faut absolument que toutes les plateformes et les développeurs arrêtent d'imposer des normes qui n'ont aucun sens, comme celle de limiter à 100 MO, je veux dire, pour uploader une œuvre, parce que pour beaucoup, ça atteint l'intégrité des œuvres. Et c'est pas qu'une histoire de qui possède la propriété, c'est aussi la monstration. Et donc je finirai là-dessus, c'est aussi un défi qui est sur de quelle manière on montre les choses. Est-ce que c'est sur son mobile qu'on présente les choses? Est-ce que c'est dans un cadre numérique, mais qui doit être mieux fait? Parce que pour l'instant, il y a quand même Netgear qui fait à la base des routeurs, qui est un peu leader sur le marché. Enfin, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que moi, je pense que des fois, il y a des problèmes de conjugaison dans le marketing du Web3, c'est-à-dire qu'on parle de choses qui sont en place alors qu'elles ne le sont pas. Et donc, je pense qu'il faut être modeste, inviter les gens à expérimenter là-dedans et à parler plutôt du futur, plutôt que de parler de choses qui ne sont pas au présent. Voilà. Vous sous-entendez aussi l'expérience du public. Là, ça sera un sujet très intéressant à l'heure des NFT. Quelle est l'expérience? Qu'est-ce qui reste de l'expérience du public? Ce serait un vrai sujet. Vous travaillez dessus. Oui, tout à fait. Justement, nous, on s'est vraiment donné cette mission de promouvoir des artistes numériques, de démocratiser l'accès à l'art. Et effectivement, pour moi, toute l'évangélisation autour de ces NFT passe par de la diffusion. Puisque beaucoup de personnes se demandent finalement à quoi bon aller collectionner des œuvres qui resteraient dans un wallet. Donc le wallet, pour rappel, c'est le portefeuille virtuel où on vient stocker sa crypto et ses NFT. Et donc, pour moi, toute l'ambition, en fait, c'est de venir donner plus de visibilité, plus de valeur à ces œuvres, en ne faisant pas en sorte qu'elles restent uniquement dans un wallet, qu'elles ne prennent pas de valeur sur un second marché. Et justement, pour revenir à tous ces enjeux de propriété intellectuelle, on peut tout à fait vendre une œuvre qui est donc la propriété, entre guillemets, d'un collectionneur, avec une propriété intellectuelle qui est toujours détenue par l'artiste, qui nous permet de venir diffuser cette œuvre massivement, de lui permettre de prendre en valeur. Et effectivement, pour moi, cette évangélisation auprès du grand public passe par de la diffusion. Il faut qu'on dédiabolise toutes ces notions, il faut qu'on fasse du lien entre le monde virtuel, le monde physique, qu'on comprenne l'utilité, puisque les NFT, à nouveau, peuvent s'adosser à tout type d'actifs, notamment à des biens qui ont énormément d'utilité, mais il faut qu'on comprenne aussi dans quelle mesure on peut exploiter au mieux toutes les possibilités infinies qu'offre la blockchain. Merci. Concernant les musées qui souhaitent justement mettre le bleu de chauffe et se convertir à la question des NFT, je vous renvoie à l'expérimentation qui est actuellement présente au musée Granet, dont Ismaël fait partie. Justement, c'était dans ce cadre-là que vous avez milité. Les questions-réponses peuvent justement faire l'objet de ce sujet. Je voudrais terminer cette conférence avant un moment de questions-réponses par une question plus ouverte sur la parole collective. Comment on porte une parole collective pour protéger les artistes et la création, plutôt que laisser vacant un espace médiatique qui serait pris justement par des industries culturelles et créatives qui auraient d'autres enjeux que la création et la défense des artistes. Donc c'est une question ouverte que je vais vous poser à tous les trois. Comment on fait pour porter une parole collective aujourd'hui par les professionnels de la culture et les artistes? J'ai entendu la DRAC. Allez, je me lance. À nouveau, pour moi, ça rejoint ce que je disais déjà. Ça passe par de la sensibilisation, de la pédagogie et de la démocratisation. Je pense vraiment qu'on diabolise les notions de NFT, parce qu'on a eu tout un tas de scandales et de surspéculation et de cas, mais j'en passe. Je pense juste qu'il faut faire comprendre au grand public que la blockchain peut avoir des intérêts très importants en fait, sur pas mal de sujets. Je pense notamment à l'éducation, à nouveau à l'art forcément,
mais il y a beaucoup de sujets qui peuvent être repensés grâce à la blockchain. Donc, je pense que ça passe par de la pédagogie et j'imagine même, je pense qu'il faut sensibiliser à la fois les entreprises. On a beaucoup parlé du procès Hermès par exemple, mais il faut aussi sensibiliser les jeunes puisque je pense que c'est un sujet qui va devenir prépondérant dans nos quotidiens et on a besoin de dédiaboliser et d'être au fait très jeune. Donc je pense que ça passe par de la formation de la même manière qu'on a des journées JAPD et j'en passe. Je pense qu'il faudrait des formations en fait, qui nous alertent à la fois sur les côtés positifs et les côtés néfastes, comment les appréhender au mieux. Donc pour moi, ça passe à nouveau par la sensibilisation. Très clair. C'est le fameux permis blockchain. Non, moi, je vous rejoins là-dessus. Je pense plutôt que de se décentraliser, il faut aussi se décentrer. C'est-à-dire, peut-être avant de voir quels sont les enjeux dans l'art, il faut d'abord voir quels sont les enjeux dans l'économie globale. Et c'est pour ça que moi, vraiment, je renvoie à une chronologie. Je pense que pour comprendre les NFT, il faut d'abord comprendre Bitcoin. Pour ça, il faut penser autrement qu'être en France. Il faut se poser la question, par exemple, si on est en Russie et qu'on ne veut pas rester dans le pays et qu'on va ailleurs, et par exemple, moi j'ai des amis qui sont pour l'instant en Allemagne, ils n'ont pas pu ouvrir de compte pendant 3 mois à cause de leur passeport. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et pourquoi, d'une certaine manière, Bitcoin a pu être une solution. Si déjà on comprend ça, on peut comprendre, par exemple, comment certains et certaines artistes peuvent échapper à la censure par des œuvres, ou comment des lanceurs d'alerte aussi peuvent avoir un article qui peut être blockchainisé de manière pérenne et garder une information vitale qui serait censurée sur le Web 2 ou sur Twitter, en fait. Donc c'est des questions comme ça qui sont plus liées vraiment au cypherpunk, qui ensuite, quelque part, alimentent notre secteur. Mais je pense qu'il faut avoir une vue beaucoup plus globale. Donc ça passe aussi par de l'acculturation à ces sujets. Ouais, et un historique. Okay. D'où ça part, quoi. Lucie et Éléonore? Oui, je suis assez d'accord. Moi, avant d'expliquer les NFT, j'explique toujours le Web 1, le Web 2, les GAFAM, et puis le Web 3, pour bien comprendre conceptuellement tous ces enjeux de décentralisation et de désintermédiation. Parce qu'effectivement, sinon, les NFT, c'est qu'une histoire d'argent et de spéculation, alors que c'est bien autre chose. Quand tu as apporté une parole publique, moi je dirige un lieu qui est juste en face de Beaubourg et c'est vraiment pour ça, c'est pour démystifier, expliquer, montrer que les NFT c'est pas le dark web, que la blockchain non plus c'est pas le dark web, que c'est une technologie qui a énormément d'applications et dont on est qu'aux prémices. C'est un peu comme là, on est avec la blockchain comme on était avec Internet à la fin des années 90, au tout début des années 2000. Donc, il faut tester, réfléchir, expliquer, montrer. Et puis surtout, moi, je passe beaucoup de temps à parler aux médias parce que je pense qu'il y a une grande responsabilité des médias aussi qui, peut-être un peu par facilité, peut-être un peu par mauvaise compréhension, on préfère parler de tout ce qui est néfaste, c'est-à-dire toutes les arnaques, etc. Alors que c'est comme dans tout, évidemment, il y a une infime partie d'arnaque et puis une énorme potentialité à côté. C'est plus facile de parler des arnaques. Donc voilà, ça passe par beaucoup d'acculturation, d'explication, de pédagogie. Et là, personnellement, j'y passe beaucoup de temps, je le fais avec grand plaisir. Ouais, et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, tous les trois, vous avez très bien réussi à ne pas tomber dans un langage verbal trop technique, parce que c'est l'un des pièges quand on s'intéresse à ces sujets, c'est d'aborder les choses non pas par les mutations, mais plutôt par l'aspect technique. Je vous remercie pour ça. Vous avez effectivement bien expliqué les choses aujourd'hui, à mon sens. Je remercie également Chronique pour son invitation, pour l'organisation de cette table ronde, et également le musée Granet dans le cadre de l'exposition et de l'expérimentation sur les NFT. On va prendre quelques questions-réponses, s'il vous plaît. Un micro va circuler et je vais vous laisser interroger directement nos invités.
bonjour, Mathieu Grisard. Merci beaucoup pour ces explications que j'ai trouvées très claires de plein de points de vue. J'ai une question quand même qui reste obscure pour moi, c'est du point de vue du collectionneur. Quel est l'intérêt, en dehors de la spéculation, de la possession du NFT? Alors, je pense que de tout temps, chez le collectionneur, il y a eu un sentiment de propriété qui a été important. On le voit dans les grandes collections, même enfin, à l'époque, j'avais visité le château, enfin plusieurs châteaux, il y a de grandes collections. En fait, on avait essayé de comprendre quelle est la logique du collectionneur, pourquoi avoir besoin de cette propriété. Donc, il y a aussi un jeu d'ego qui est assez important. Juste si on prend une œuvre d'art numérique, elle est par essence duplicable à l'infini. Et effectivement, il y a une personne qui peut avoir ce certificat d'authenticité. Donc c'est juste la satisfaction pour le collectionneur que de savoir que c'est lui qui en est bel et bien le propriétaire. Et en dehors de l'aspect spéculatif, de tout temps, les œuvres d'art ont eu vocation à pouvoir se vendre sur un second marché sans être à l'affût de la spéculation permanente. Mais la satisfaction de se dire qu'on va pouvoir suivre un artiste, voir sa quante augmenter sur le long terme et en être l'unique propriétaire, même si cette œuvre est diffusée, on le disait tout à l'heure, il y a une logique qui est un petit peu différente avec les NFT. Plus l'œuvre est rendue visible, plus on est content parce que l'œuvre prend en valeur mécaniquement dès lors qu'elle est rendue visible. Mais c'est vraiment cette satisfaction de savoir qu'on en est le détenteur, malgré le fait qu'elle pourra être diffusée à l'infini. Oui, donc vous confirmez que c'est la valeur et non pas le plaisir de... Alors, je vais rajouter autre chose si je peux me permettre. C'est aussi la possibilité de soutenir financièrement un artiste, donc de permettre à un artiste de vivre tout simplement et de continuer à créer. Donc c'est pas anodin du tout de soutenir un ou une artiste en achetant ses œuvres. Mais ça peut être fait en dehors des NFT. Eh bien, pour une œuvre numérique, c'est très difficile. Pour les artistes numériques, ils ne vont pas vendre un tirage de leur vidéo, par exemple. Et pourquoi? Le NFT, Si, il y en a qui le font. parce que ce n'est pas l'œuvre. Vous achetez un succès d'année de l'œuvre, si vous voulez. Là, vous achetez l'œuvre. Donc, vous aidez un artiste à vivre et donc à continuer à créer. Ouais, enfin, je ne suis pas convaincu. D'autres questions? Peut-être ce qui pourrait être débattu quand même, c'est encore une fois cette perception et quelle est l'expérience du collectionneur. On a l'impression quand on a un NFT, c'est reste sur un disque dur, on ne jouit pas forcément non plus de l'œuvre. Ça aujourd'hui, il y a des espaces pour jouir de son... Des lieux qui vont venir effectivement diffuser des œuvres, donc ce que fait à nouveau la NFT Factory, ce qu'on fait chez Artpoint, et également des artistes qui pensent leurs œuvres avec des supports dédiés. Donc on voit ça presque comme une prolongation de l'œuvre finalement, le support, puisque comme on le disait, en fait l'idée c'est pas d'avoir une œuvre qui va rester dans un wallet, mais de pouvoir en jouir librement, au moins dans son cercle privé, donc chez soi. Et juste par exemple, si on comparait par rapport à la question de tout à l'heure, c'est comme une personne qui va acheter finalement un sac de marque, par exemple. On pourrait tout à fait trouver une contrefaçon qui reprenne à merveille le sac, donc qui soit très similaire. Simplement, quand on a le vrai, on sait qu'on est propriétaire d'une vraie marque, entre guillemets. Donc là, ça n'a rien à voir parce qu'on est dans l'art. Mais en tout cas, il y a vraiment un jeu d'ego chez le collectionneur qui fait que savoir qu'on en est le propriétaire, au-delà du soutien aux artistes, c'est quelque chose qui de tout temps a été plébiscité par les collectionneurs, et c'est comme ça que se font les liens collectionneurs et artistes aussi. J'ai deux choses à dire. Déjà, une petite annonce. C'est Albertine Meunier, vous avez annoncé qu'elle ne viendrait pas de la journée. Elle n'est pas là sur la table ronde parce que son train de 6h30 a été annulé. Mais elle sera là pour la table ronde de ce soir à 17h au musée Granet, qui va être justement une continuité de cette table ronde sur les NFT. Donc, je vous invite à la retrouver à 17h, parce qu'elle s'est levée à 5h30 du matin quand même. Voilà. Et deuxièmement, moi, sur la question, c'est la table ronde, là, on est un peu passé à côté du sujet de savoir, nous, les acteurs,
qui sont dans la salle, comment justement on va pouvoir accompagner, en dehors de collectionner des NFT ou de les montrer dans des expositions, comment est-ce que ça va modifier aussi notre rapport à la production des œuvres numériques. Donc moi, c'est ça, de savoir aussi comment est-ce que nous, acteurs du milieu, on va pouvoir cartographier, pouvoir justement accompagner les artistes, pouvoir aussi avoir aussi un avis sur les esthétiques aussi qui sont proposées sur les NFT, parce on sait que les NFT, il y a un côté aussi, ben, il y a des enjeux sur les esthétiques aussi artistiques qui sont proposés. On le sait très bien en voyant des œuvres qui sont vendues des millions d'euros qui n'ont pas obligatoirement de valeur artistique. Donc c'est aussi ces questions-là. Donc j'aimerais bien savoir comment on va travailler ensemble sur ces sujets-là. Je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus. Est-ce que vous pouvez préciser votre métier? Je suis directrice du festival Siana, qui est en Île-de-France. Merci. Quelqu'un veut répondre? Je vais juste réagir sur les esthétiques. Il n'y a pas d'art NFT. Parler d'art NFT, c'est un peu comme parler de musique MP3. Donc les esthétiques touchent en fait aux médiums qui sont utilisés. Les NFT, c'est une technologie qui permet de commercialiser des œuvres numériques, entre autres. Donc ça peut être de la photographie numérique, ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'art génératif, ça peut être du motion design, etc., etc. Donc ensuite, il y a ce qu'on appelle le crypto-art, qui vont être, comme je l'ai dit au début de la conférence, des artistes crypto-natifs qui ont exploré toutes ces technologies-là avec l'apparition de la blockchain, donc qui sont très inspirés, mais ce sont finalement des thématiques, ou alors des artistes comme Pac qui ont vraiment exploré les processus de diffusion. Et ce dont vous parliez, les montants exceptionnels de millions d'euros de NFT qui se vendent sans valeur artistique, ce sont ce qu'on appelle des collectibles. Ce sont des séries algorithmiques qui ne sont pas là, eux, pour avoir une valeur quelconque esthétique, qui sont plus des objets de spéculation, qui n'étaient pas du tout l'objet de la table ronde aujourd'hui, comme Adrien l'avait indiqué tout au début. Donc, c'était vraiment sur la petite partie esthétique. Et ensuite, sur l'accompagnement à la production. Comme on l'a dit tout au long, les intermédiaires et les professionnels de la culture ne vont pas disparaître. En revanche, leurs rôles vont complètement changer et ça va être plus de l'accompagnement en termes de visibilité, en termes technologiques, en termes d'accompagnement juridique, comme je l'ai souligné plusieurs fois, en termes de réflexion sur la monstration également. Donc effectivement, tout est en train de changer et comment commencer, c'est déjà d'essayer vraiment d'expérimenter. D'expérimenter en allant voir, en achetant des NFT, en rencontrant des artistes qui utilisent ces technologies. On a la chance d'en avoir un sur scène. Faut mettre un peu les mains dans le cambouis. On parlait de bleu de chauffe. Je pense qu'il y a vraiment de ça. Il n'y a pas de réponse aujourd'hui puisque on n'en est qu'aux prémices et on est en train de tout inventer là en ce moment. Alors peut-être qu'effectivement il n'y a pas vraiment de réponse. Néanmoins, se rapprocher, tout à l'heure on l'a dit, comment on porte une parole collective et quels sont les conseils, il y a quand même se rapprocher et avoir des lieux comme la NFT Factory. Peut-être que les lieux culturels dans lesquels vous travaillez et les projets que vous portez, peut-être justement devraient se rapprocher d'initiatives comme la NFT Factory. C'est peut-être ça, au contraire, pour la montée en compétences, le partage de savoir-faire, etc. Avec grand plaisir. Mais On est là pour ça. c'est une question qui est vraiment difficile, pour laquelle on n'a pas forcément de réponse. Je vous rappelle que le sujet des NFT, du moins l'explosion, c'est avant le confinement, on n'entendait pas parler. Donc ça fait à peine 2 ans vraiment que cette question elle est sur la table et que les professionnels de la culture sont confrontés à ces questions. Donc il n'y a pas vraiment pour l'instant de réponse, si ce n'est des espaces comme ça pour discuter, se dire effectivement, moi en tant que professionnel de la culture, j'ai besoin de réponses sur ma curation, ma programmation, etc. S'il vous plaît. Oui, ici, là. Jean-Jacques Gay, directeur du Festival Access. Je voudrais un peu apporter de l'eau au moulin de tout le monde là, et puis après poser une question à Ismaël. Dans Chronique au Grenier à Sel, il y a une pièce de Maurice Benayoun en collaboration avec Nicolas Mendoza, Jean-Baptiste Barrière et puis Tobias Klein, qui s'appelle La valeur des valeurs, Value of Value, VOV, qui est une pièce de neurodesign. Et si vous la testez, si vous l'expérimentez en sortant, vous allez sortir avec un QR code qui est une œuvre qui vous appartient, que vous avez forgée, vous avez minté une œuvre qui vous appartient. Cette œuvre, elle est mintée dans la blockchain.
et dans un marché, sur une plateforme, et vous êtes devenu collectionneur. Et cette œuvre, vous l'avez en QR code, mais vous l'avez sur vos toilettes, et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez la sculpter, la mettre en photographie, la sculpter, la vendre, l'échanger. Donc là, on a une réponse tangible peut-être aux collectionneurs. Et qu'est-ce que la pièce, qu'est-ce que c'est une NFT, qu'est-ce qu'on peut faire d'une NFT? Donc on peut l'utiliser, voilà, puisqu'on est co-créateur aussi de cette pièce. Donc voilà, donc je vous encourage à voir la pièce, le titre de la pièce, Value dit bien ce qu'elle veut dire, la valeur des valeurs, quelle est cette valeur. Donc je vous encourage, et cette pièce-là, elle a été quand même imaginée en 2016 déjà. Donc c'était aussi... voilà, il n'avait jamais été montré en Europe, et avec des partenaires qui sont ici, comme Vidéoform, comme Le Grenier SL, comme le Cube, on a pu la montrer à un public français. La question que je voulais poser après à Ismaël, qui travaille aussi sur le cinéma, donc qu'est-ce que tu penses que l'IA, puisqu'on a parlé de l'IA tout à l'heure, et puis ta pièce au musée Granet nous montre aussi toutes les images du monde. Là, donc tu parlais, on a abordé un peu le problème des droits d'auteur, et on peut se poser la question de toutes les images, toutes les formes, en fait, on va dire formes, qui sont montrées dans ton film, qui sont toutes les images du monde, qui sont, c'est leur champ, en fait, c'est leur champ de ce que tu voulais dire. C'est le off. Qu'est-ce que ça peut amener au cinéma, et est-ce qu'on ne va pas avoir un peu une image quand on se base sur une pièce comme la pièce de Nam June Paik, où il y avait toutes les chaînes du monde, JO de Séoul? Est-ce que c'est pas un peu pareil? C'est une espèce de toute l'image du monde, et puis tous les films risquent de se ressembler. Merci. Merci pour cette question qui va me permettre de vraiment rentrer dans la dystopie, mais on est déjà dans un contenu qui est réagencé de manière statistique et algorithmique. C'est-à-dire Netflix, c'est déjà de l'IA. C'est-à-dire le contenu, il est agencé en fonction de l'audience. Il y a une saison qui a arrêté en cours de route parce qu'il y a tous les trucs. C'était déjà le cas, mais là, c'est algorithmé, c'est par de la statistique. Donc, si on spécule dans un temps, même une échelle de 5 ans, on peut imaginer vraiment un contenu film on demand, ou si on n'est pas content de la fin, on peut dire « Ah ben non, moi je veux que ce soit une fin heureuse ce soir parce que j'ai eu une dure journée, et puis j'aimerais bien qu'il y ait telle actrice ou tel acteur, parce que je les aime bien, je les imagine dans ce film-là ». Tout comme sur Internet, il y a beaucoup de gens qui font des fanfictions. On est déjà dans des contenus en plus créatifs et collaborateurs qui étendent l'œuvre. Je pense que Disney l'a bien compris, puisque Disney fabrique le contenu le plus TikTokable au monde. Donc voilà, on est dans ce truc un peu à la fois intéressant du côté collaboratif, mais aussi un peu la mort de l'auteur, et ou sa renaissance, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que finalement, il y a comme une jonction avec les œuvres interactives, la blockchain et l'intelligence artificielle, qui semble quand même aller pour moi vers le jeu vidéo, enfin ce qu'on appelle jeu vidéo, qu'on n'appellera plus jeu vidéo, et qui est une espèce d'architecture de narration. Et donc je pense que le cinéma devrait peut-être se penser se remédier en fait dans ce rapport aux images qui n'est plus que du Godard, c'est-à-dire des documents. En fait, on est sur du document, et réfléchir sur ces documents pour produire un réel, parce que l'IA pour moi a une valeur de document. Donc il y a quelque chose à faire, il y a un terrain à explorer. Et par exemple sur l'œuvre qui a été citée, ce que je trouve intéressant, c'est peut-être pas de dire cryptoire ou quoi que ce soit, parce que à la base c'est juste une technologie de transport en fait, hein, c'est le transport d'œuvres immatérielles et son authenticité. Mais par contre, ça invite, comme toute nouvelle technologie, à une méta-réflexivité, d'autant que ce n'est pas seulement la technique à réfléchir, mais son environnement de transport et donc l'économie. Donc, quelque part, ce petit monde raconte beaucoup de choses de la macro, quoi. Oui, aussi, par exemple là, si on aurait pu faire un POAP, c'est un Proof of Attendance, c'est-à-dire qu'on crée un NFT qui prouve qu'on a bien attesté la présence ici.
Voilà, donc c'est un cas d'usage. On n'a pas parlé non plus des tickets de concert qui sont immédiatement achetés par des bots et revendus. Donc il y a un manque à gagner pour tout acteur de la culture, parce qu'on était focus sur le côté art, mais il y a aussi, j'ai envie de dire, la traçabilité sur les tickets. Enfin, voilà, pour aussi parler quand même des musées, de toute cette billetterie à gérer, qui est quand même aussi une partie. Adrien, je vais t'inviter à conclure. On arrive à la fin des questions et à la fin de la table ronde. La conclusion sera toute simple. Le but du jeu quand même de cette conférence, c'était de vous donner un avis plus éclairé sur les 3 sujets. On sait que pour des professionnels de la culture, c'est difficile de se convertir ou pas à cette question, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de, on prêche pas la parole de dire il faut absolument y aller. En tout cas, si on y va, c'est en âme et conscience. Donc c'était plus ça l'objet de cette table ronde sur 3 thématiques. Si vous souhaitez poursuivre les conversations, j'imagine que les invités, peut-être pas Lucie et Léonore qui est en visio, mais au moins nous 3, on reste disponibles. Et je vous souhaite je vous remercie une nouvelle fois pour votre présence. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, une bonne poursuite de festival. Au revoir. Merci. Merci à vous. On fait une courte pause. On revient avec le marché international de l'art numérique, où on entendra les présentations du KIC Festival, de la structure Container, du Silab et du Signal Festival. Donc on a 5-10 minutes de pause, restez dans les environs et on reprend.